Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'arrière gauche et le meilleur buteur de Lille Métropole Handball Club Villeneuve d'Ascq. Jean Dupont, est-ce que tu es prêt à nous dévoiler tes secrets de handballeur? Donc tu es en contrat pro déjà ici à Villeneuve d'Ascq. C'est quoi ton emploi du temps de joueur de handball professionnel? Je fais la semaine type du coup. Vas-y, fais-moi la semaine type. Mon meilleur souvenir, ça fait partie de mon expérience quand je suis arrivé à Veszprém, forcément, parce que je parlais pas la langue, c'est-à-dire que les combinaisons, je comprenais pas grand-chose, donc ça m'a plu. C'est quoi l'importance de ta relation avec un entraîneur dans une équipe? Ce que j'attends d'un entraîneur, c'est qu'il me fasse confiance. J'ai vu que tu avais beaucoup de temps de jeu. Comment tu prends soin de ta santé? Manger correctement, dormir bien. Pour la saison 2024-2025, tu as signé au club de Hubo. Le club de Hubo évolue dans la Beneligue, une ligue qui est composée des 6 meilleures équipes belges et des 6 meilleures équipes néerlandaises. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les dessous de ce contrat? Comment ça s'est fait? Comment est-ce que tu auras une rémunération confortable l'année prochaine? Et on te met tout pour que tu te sentes bien. C'est la partie la plus importante d'un arrière. Oui, il doit avoir des qualités physiques, oui, il doit savoir tirer, un duel, il doit être un peu polyvalent, mais sur la partie plus importante pour moi, pour un joueur de handball sur la base arrière actuellement, c'est... Bonjour à tous, nous sommes le mardi 21 mai 2024 et nous nous retrouvons de nouveau à Villeneuve d'Ascq pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'arrière gauche et le meilleur buteur du Lille Métropole Handball Club Villeneuve d'Ascq. Jean Dupont, comment tu vas Jean? Mais ça va plutôt bien et toi? Ça roule, ça roule. Est-ce que tu es prêt à nous dévoiler tes secrets de handballeur? On va essayer en tout cas. On va essayer. Je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreux à visionner l'interview de Sami Sahraoui. Que je vous remettrai le lien de l'interview dans la description et ça fait vraiment plaisir de voir que vous appréciez ce contenu. Si vous voulez soutenir la production de ce contenu, donc ce contenu est produit par le site internet shophand.com qui est un site de vente en ligne de produits de handball, chaussures, textiles, ballons, accessoires. Tous les produits que vous pouvez retrouver sur le site sont en stock. En 2024, on continuera dès 49 € de commande à offrir la livraison et le retour gratuit. Ce qui vous permet, si jamais vous avez un doute sur la pointure, d'avoir du coup la livraison et le retour gratuit. Donc en commandant, vous pouvez faire partie de nos clients satisfaits. On a actuellement notre moyenne de 9,8 sur 10. Donc voilà, un moyen de soutenir ça, c'est si vous avez besoin de vous équiper en produits de handball, faites-le sur shophand.com. On va passer à toi Jean. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours? Alors j'ai été grappiller beaucoup d'informations. J'ai vu que tu avais commencé à Laon, que tu étais passé par Vambrechy, Marc, Veszprém, j'ai vu Saint-Flour, Granville, Saint-Cyr, Villeneuve, j'ai vu tout ça. Mais je vais te laisser te présenter à l'audience parce que c'est toi qui vas le mieux parler de ton parcours. Oui, ça marche du coup, pas mal de clubs, tu as énoncé. Du coup, j'ai commencé à Laon. Depuis tout petit, je fais du hand, donc depuis que j'ai 4 ans. J'ai une famille qui est handballeur, donc mon frère, ma soeur, mes parents de base, ils étaient coachs, ils étaient joueurs aussi, donc j'étais un peu bercé entre guillemets dans le handball. Après, du coup, j'ai dû bouger de club parce que mon père a été muté, donc c'est pour ça que je suis arrivé à Vambrechy. Et après à Marc grâce à Laszlo qui était coach là-bas. Et après du coup Veszprém pendant 2 ans. Et grâce au tournoi international notamment où j'ai parlé avec les dirigeants de Veszprém. Et après j'ai fait pas mal de clubs en N1, donc Saint-Flour pendant 4 ans, Granville une saison, Saint-Cyr une saison et maintenant du coup Villeneuve d'Ascq en N1 aussi. Est-ce qu'il y a des moments marquant dans ton parcours, des choses, des déclics, vraiment des moments qui ont fait la différence et si tu veux nous en partager un particulièrement? L'événement le plus marquant c'est mon passage à Veszprém forcément, donc un grand club quand même européen et c'est là où ça a changé un peu de dimension où je faisais du handball que du loisir, donc à 2 entraînements semaine et je suis passé avec
des entraînements 2 fois par jour pendant 2 ans. Donc c'est l'événement le plus marquant. Et voilà. On va parler du Lille Métropole Handball Club de Villeneuve-d'Ascq. Objectif maintien. Il y a un match capital dans 4 jours, donc le samedi 25 mai 2024 à 20h30. Ce maintien, donc on vient de l'apprendre, vous avez gagné un match sur tapis vert, ce qui vous permet de repasser en premier non relégable. C'est ça. Donc le maintien sera assuré si vous battez Chambéry, qui est actuellement 4e du classement. Quel est toi ton sentiment sur cette saison à Villeneuve? Et ensuite, quel est l'état d'esprit du groupe avant ce match crucial samedi soir? Sur la saison, je pense que notre classement ne résume pas non plus notre effectif, parce qu'on a un effectif quand même qui est assez qualitatif, mais c'était un groupe qui venait de se reconstruire aussi, donc changement d'entraîneur avec aussi des joueurs sur les postes clés qui sont arrivés, donc c'était compliqué au début. Après on a eu une grande phase sur la phase retour où on enchaînait les victoires, et là un petit creux. Après il faut noter que cette poule est aussi très homogène, c'est à dire que tout le monde peut battre tout le monde. C'est une poule où les derniers peuvent battre les premiers, et donc ça ne nous a pas facilité la tâche non plus. Et après, concernant l'état d'esprit du groupe, clairement on a envie de gagner, on a envie de maintenir le club. Moi à titre personnel, je pars la saison prochaine, donc j'ai envie de partir en maintenant le club et pour les laisser travailler après sur la suite l'année prochaine. Est-ce que tu as un message particulier à passer à tes supporters pour qu'ils viennent en masse samedi soir, pour que vous puissiez battre Chambéry et vous maintenir? Bon, on va essayer que ce soit une belle fête, donc on va essayer de mettre tous les ingrédients sur le terrain. Après, forcément, quand on a le public qui nous soutienne, ça change tout. C'est la petite différence qui fait que c'est le 8e homme qui nous fait passer peut-être à égalité à +1 à la fin. Donc ils sont très très importants. J'espère qu'ils seront très nombreux comme notre dernier match à domicile contre Molsheim, qu'on a réussi à avoir une victoire à la fin parce qu'ils étaient là nombreux. Ok, donc le public, on vous attend nombreux ce samedi soir contre Chambéry, en plus contre une belle équipe quand même de handball en France. Donc comme on l'a dit, on est à 4 jours d'un match crucial. On a eu quelques petites difficultés pour synchroniser nos emplois du temps pour caler cette interview. Et notamment, tu souhaitais que ce soit éloigné des matchs. Tu as besoin, toi, d'être focus dans ta bulle lorsque l'échéance elle arrive. Est-ce que tu as des rituels, une routine spécifique? Comment tu te prépares mentalement pour un match capital comme ça? Il faut savoir que moi je suis quelqu'un de très toqué. C'est-à-dire que j'ai plein de rituels avant les matchs, que ce soit la semaine avant, le jour J, sur la rituel de comment je veux m'habiller, comment et tout ça. Je suis quelqu'un de très toqué. Après, ouais, j'ai besoin de me mettre dans la bulle, surtout sur un match très important comme ça. On parle d'un match où si on gagne, on se maintient, si on perd, on descend en National 2. Donc c'est pour ça que je voulais que ça soit un peu éloigné, pour vraiment me mettre focus dans le match. Après, sur mes rituels, le problème c'est que je les change aussi tout le temps, parce que dès qu'on perd, je les change. Malheureusement cette année, j'ai dû les changer un peu trop. Mais ouais, on a des rituels comme ça qui... C'est que ça fait une partie, c'est 1% dans la tête où on se dit j'ai tout bien fait, je suis prêt pour jouer. Bon, on va parler un peu de ton poste. Donc tu es arrière gauche à Villeneuve. T'es donc, comme je l'ai dit, le meilleur buteur du club de Villeneuve, avec une moyenne de 6 buts par match. Avec notamment, j'ai regardé, j'ai épluché tes statistiques. Tu as eu des belles performances cette année, un 9 sur 11 en premier match de la saison contre Folchwiller, un 10 sur 17 à Créteil, où Sami Sahraoui était absent. D'ailleurs, sur ce match, on va revenir un peu dans le jeu que tu peux avoir avec le pivot après. Un 8 sur 10 à Rouen aussi notamment. Donc j'ai tout additionné, 139 buts sur 237 tentatives, 59% d'efficacité au tir. J'ai aussi beaucoup épluché ton jeu. Tu as une palette assez variée, tu es capable de tirer de loin. J'ai remarqué que tu allais beaucoup secteur central. Tu savais déclencher rapidement, ce qui avait tendance à plutôt surprendre peut-être les gardiens, et sans forcément vraiment attendre de sauter pour tirer.
t'aimes aussi aller en duel, courir dans l'intervalle externe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton jeu, ce que tu affectionnes particulièrement et ce que tu as mis en place pour développer le style de jeu que tu as aujourd'hui? Alors j'essaie d'être le plus polyvalent possible parce que c'est important de ne pas être stéréotypé. Notamment avant on avait le stéréotype de l'arrière gauche qui tirait tout le temps à 9 mètres et rien de plus. J'essaie de développer, après comme tu l'as dit je vais très souvent central et j'essaie de développer un peu sur les extérieurs, ce qui est un peu compliqué. Sur le style de jeu où je me sens le plus à l'aise c'est le jeu avec Samy notamment, avec le pivot où on a eu une très bonne relation. Et après sur le secteur central, sur du shoot à 9 mètres, c'est là où avec le duel contre gardien, c'est là où je me sens le plus à l'aise on va dire. D'accord. Et t'as travaillé certaines compétences spécifiques pour atteindre ce niveau ou j'ai envie de dire, les choses se sont faites naturellement ou tu t'es pas concentré spécifiquement sur certains aspects de jeu comment tu as progressé pour arriver à ce niveau-là? J'ai progressé surtout physiquement. Techniquement, il faut travailler, c'est la répétition, répéter. Entraînement, forcément, ça passe par là. Et là où on néglige un peu trop, je trouve, c'est sur l'aspect physique, où sur le saut, sur le gainage, sur comment rester gainé après un duel, sur gainer quand on est touché, quand on est en suspension. C'est là où j'ai le plus travaillé cette année, c'est sur le côté musculation, où du coup j'ai été accompagné notamment par le capitaine de l'équipe qui est Maxence Herman, qui est préparateur physique à côté. J'ai vu aussi que tu avais plutôt cette faculté à lâcher la balle dans le bon timing, souvent à lâcher soit à tes ailiers ou autre. Tu parlais d'éviter d'avoir un jeu justement trop stéréotypé, c'est aussi quelque chose que tu vas beaucoup au feeling, à l'instinct. Comment t'évalues une situation face à une équipe, face à ce que te proposent tes adversaires? Est-ce que tu t'appuies plutôt sur tes forces et tu te dis bon j'insiste sur mes forces, ou des fois tu te dis ah tiens voilà ce qu'il me propose en face, je vais peut-être jouer différemment ou autre? J'essaye au maximum de m'adapter du coup à ce que propose la défense. Après c'est pas toujours le cas, hein. C'est-à-dire que des fois je force un peu ou il y a un manque de lucidité forcément, mais j'essaie de lâcher de percevoir si c'est fermé ou ouvert devant moi et de lâcher en fonction. On essaye en tout cas. Quand tu vas tirer de loin, est-ce que tu as des impacts préférentiels? Est-ce que tu regardes un peu ce que te propose le gardien, t'ajustes, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe cérébralement à ce moment-là quand tu vas tirer de loin, ou encore une fois tu vas plus à l'instinct et il y a toujours une part d'instinct ou une part de tir préférentiel forcément. Après on a la chance en N1 où on a la vidéo, donc on peut analyser tous les gardiens de la poule. C'est un travail que j'affectionne en plus, donc le travail vidéo. Et après c'est en fonction de la réponse du gardien à l'instant T du coup, et de la défense aussi au niveau du contre. Donc il y a une part de cérébral forcément. Après mon tir préférentiel, c'est peut-être dire c'est... on le coupera à la vidéo pour pas que tes adversaires le sachent. Non je rigole parce qu'on me chante souvent sur ça donc. D'accord. Est-ce que tu attends quelque chose en particulier de tes coéquipiers avec lesquels tu joues? Donc on a parlé un peu de Samy, et c'est pour ça que je faisais quand je regardais les stats, le match où tu as pris le plus de tirs, donc 17 tirs, c'était un match où Samy n'était pas là, Samy était suspendu je crois. Est-ce que du coup le fait d'avoir... qu'est-ce que tu attends de tes coéquipiers, que ce soit pour te mettre en position, pour te lancer sur un tir ou le jeu avec un pivot, est-ce que ça a une incidence sur ton jeu, la manière dont tu joues avec tes coéquipiers? Forcément, après, ce que j'attends de mes coéquipiers, c'est de la confiance, forcément, qu'ils me fassent confiance sur comment je joue. Après, comme tu l'as dit, 17 tirs sur un match, ça me paraît beaucoup aussi, mais Samy n'était pas là. C'est un jeu que j'affectionne surtout cette année, où j'ai trouvé une très bonne relation avec Samy, où j'arrive très bien à le trouver. Le problème, c'est que quand il n'est pas là, ça se voit du coup, forcément. Et j'ai été pas dans l'obligation, parce qu'on n'est jamais obligé, mais j'ai pris plus de shoot parce qu'il y avait moins de solutions à l'intérieur forcément. Tu as eu besoin de prendre plus de responsabilités finalement. Et si on parle justement de cette relation arrière-pivot, qu'est-ce que tu affectionnes d'un pivot? Qu'est-ce que tu attends? Où est-ce que tu l'attends? Est-ce que tu l'attends sur un bloc sur ton numéro 2 pour pouvoir prendre intérieur et pour pouvoir éventuellement lui lâcher la balle? Qu'est-ce que tu attends concrètement d'un pivot, toi en tant que joueur de la base arrière?
En tant que joueur, ce que j'attends vraiment, c'est qu'il soit dans le bon timing. Pour moi, c'est très important le timing de quand il va poser son bloc, quand il va justement peut-être tirer un peu les 2-3 bas pour pas qu'il saute, pour contrer. C'est vraiment un timing précis que j'attends sur ça. Et après, sur la relation que j'ai, c'est vraiment au feeling. Moi, je pense que je fonctionne beaucoup au feeling, c'est-à-dire à l'extérieur du terrain et à l'intérieur et aussi sur le terrain. C'est-à-dire que je m'entends très très bien avec Samy à l'extérieur et ça facilite beaucoup mon jeu. C'est-à-dire que là, à la fin de saison, je dis pas que je le trouve les yeux fermés, mais on va dire que je sais où il est quand je joue sur le terrain, quand je viens me déplacer, je sais où il est exactement et je sais comment il va jouer. Donc pour moi, le feeling, c'est vraiment très très important. Après, c'est propre à moi, mais et après, j'attends d'un pivot qui ne râle pas trop. Parce qu'on a tendance, le pivot, à râler pour avoir le ballon. Mais c'est tout après. Et au niveau, après un but, les engagements rapides ou les relances des gardiens, ça c'est un type de jeu que tu affectionnes aussi ou Je suis très friand de ce type de jeu. Pour moi, le hand moderne, on va de plus en plus vite vers le but. Donc pour moi, c'est un engagement rapide, montée de balle et jeu de transition, c'est très très important. J'ai vu aussi que tu étais capable parfois de surprendre l'adversaire avec des passes dans le dos pour ton ailier gauche ou même des transversales à l'ailier opposé aussi, j'ai vu ça. Encore une fois, tu t'adaptes à la situation ou tu te dis tiens, c'est le moment de tenter un truc un peu plus qui sort un peu plus de ce qu'on fait habituellement sur ce genre de situation. Alors, il y a une part de faux, on va dire, mais c'est surtout s'adapter à la situation. Sur la passe à l'ailier, notamment, c'est pareil, Jérémy, je m'entends très bien avec lui, l'ailier gauche, et il me dit là, mon numéro 1, il est un peu perdu, et du coup, on adapte et on fait un jeu à deux. Pareil à l'opposé, les ailiers ont tendance, notamment où le jeu de handball commence à aller très très vite. Les ailiers, les numéros 1 anticipent beaucoup, donc on peut trouver des solutions comme ça. Mais c'est vraiment s'adapter. J'ai vu que tu rentrais aussi des fois en deuxième pivot sur certaines... Parle-nous un peu de ça. Alors c'est pas un jeu que j'affectionne le plus, parce que du coup je comprends le poste de pivot où on est vraiment dépendant de la base arrière et il faut le faire parce que ça change le jeu par rapport aux autres arrières, mais c'est pas un jeu que j'affectionne beaucoup quoi. Tu le fais parce que c'est mis en place. Oui, c'est ça. Il t'arrive aussi de tirer les jets de 7 mètres. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce moment dans le match, le jet de 7 mètres? Est-ce que tu affectionnes? Est-ce que tu travailles ton duel tireur gardien à ce moment-là sur le jet de 7 mètres? Oui, du coup j'ai eu la possibilité d'en tirer quelques-uns, même si j'ai des coéquipiers qui sont très performants sur ça. J'en ai tiré quelques-uns et après moi c'est vraiment un jeu à part. C'est vraiment, je le dissocie du jeu classique. On se met dans une bulle, c'est vraiment un contre un. Le gardien contre nous, il n'y a pas de on est poussé ou il y a vraiment un contre un. Il y a une part psychologique forcément comme on est tout seul face à lui, on a nos responsabilités faut que je lui mette un impact où il n'est pas, faut que je le surprenne et après comment on le travaille à l'entraînement forcément à la fin de séance où on prend le gardien, que ce soit Nico ou Gabi, on fait l'entraînement jet de 7 mètres. L'avantage c'est qu'en fin d'entraînement en plus on travaille avec la lucidité, c'est-à-dire qu'on vient de sortir une séance de handball qui est assez éprouvante. Et c'est là où on travaille le plus, je pense. C'est quoi l'importance de ta relation avec un entraîneur dans une équipe, et notamment avec Fred Pomelet cette année, et comment vous collaborez pour à la fois optimiser toi tes performances et celles de l'équipe? Est-ce que tu as des choses à nous raconter de ce point de vue-là? Ce que j'attends d'un entraîneur, c'est qu'il me fasse confiance. C'est-à-dire que je suis un joueur qui aime pas trop être bridé sur le jeu. J'ai besoin qu'on me fasse confiance et qu'on me laisse un peu de liberté. Après, il doit mettre un cadre forcément, mais j'ai besoin de ça, qu'on me bride pas surtout. J'ai fait des saisons moins performantes que celle-ci, où j'étais bridé, notamment l'année dernière je pense, où j'ai pas trouvé ma place non plus dans l'équipe. Donc j'ai besoin de cette pleine confiance et après ça dépend des entraîneurs, c'est au feeling. C'est au feeling. Je sais qu'il y a des entraîneurs où je m'entends super bien. Quand j'étais à Saint-Flour notamment, j'avais Sébastien Monel qui coach des filles maintenant, où je me suis très bien entendu avec lui, où j'ai bien appris.
Et après, il y a des coachs où ça passe un peu moins, où il y a moins le feeling, où ça passe moins. Par rapport à ton jeu d'attaque, est-ce que y a des sujets que j'ai pas abordés et que tu estimerais importants et qui pourraient être utiles à des gens qui aimeraient progresser sur la base arrière, à des joueurs qui aimeraient progresser sur la base arrière? Par le fait, du coup, à côté, j'entraîne des moins de 18 et du coup des arrières forcément aussi. Et j'essaie de leur faire comprendre, en tout cas, c'est pas simple, on a tendance à former des arrières qui tirent beaucoup ou qui sont encore une fois stéréotypés comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment sur la perception du jeu où c'est hyper important. Percevoir ce qui se passe devant moi, lâcher les ballons au beau timing. C'est là où j'insiste sur... c'est la partie la plus importante d'un arrière. Oui, il doit avoir des qualités physiques, où il doit savoir tirer, un duel, il doit être un peu polyvalent. Mais sur la partie plus importante pour moi, pour un joueur de handball sur la base arrière actuellement, c'est percevoir ce qui se passe devant moi. Percevoir, lâcher, si c'est libre, j'y vais, sinon libérer. Et d'un point de vue un peu plus défensif, donc tu défends en poste 2. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur toi, ta défense aujourd'hui et comment tu vois le poste de défenseur en poste 2 et aussi quelle importance ça peut avoir sur la projection après, sur de l'attaque rapide ou autre? Sur un poste 2, en défense, du coup, c'est un poste que j'affectionne. Je défendais en 3 aussi. Du coup, je préfère le poste 2 parce que c'est vraiment... C'est comme, on va dire un peu comme le 7 mètres où c'est 1v1. C'est un peu pareil sur le principe où tu as ton arrière en face de toi. Faut pas perdre le duel. Faut être fort. Faut absorber le contact pour essayer de le ressortir. Après un poste 2, il doit forcément soutenir ses 3 bas. Être en soutien sur un 3 bas par exemple, qui se fait déborder ou qui n'arrive pas à passer devant le pivot, peut-être l'aider, tout ça. Et après sur la projection, moi j'ai la particularité où je me projette demi-centre sur la montée de balle et l'engagement rapide et je demande à Seif du coup qui est 3 bas de se mettre arrière à gauche. Et moi c'est plus facile de me projeter. On va dire que c'est un poste qui demande moins d'énergie qu'un 3 bas, même si ça en demande beaucoup quand même. Voilà. Bon, j'ai vu que tu avais beaucoup de temps de jeu, 23 matchs, tu les as tous faits cette année. Comment tu prends soin de ta santé et notamment de la récupération? Est-ce que tu mets des choses en place pour prendre soin de ton corps, de tes capacités physiques et pour pouvoir être présent tous les week-ends et charbonner et physiquement répondre présent? J'essaye de mettre des choses en place. J'ai investi il y a quelques années dans des électrodes, dans des pistolets masseurs pour justement favoriser la récupération. Après, on a la chance d'avoir au club un kiné, Charles, qui est très très compétent sur ça et qui, moi je le vois régulièrement, je le vois 1 à 2 fois par semaine. Là en ce moment je le vois un peu plus que je sors de blessure, donc je le vois 3 fois même par semaine. Mais oui, on essaye on est obligé, hein, si on veut être présent sur tous les matchs, on est obligé ça passe aussi par la nutrition forcément, manger correctement, dormir bien, correctement sur un temps de sommeil qui est de qualité. Et j'essaie en tout cas de tout mettre en place pour répondre présent. L'année prochaine, tu as signé un contrat pro donc, au club de Hubo. Donc pour la saison 2024-2025. Donc le club de Hubo évolue dans la Benelux, qui est une ligue qui est composée des 6 meilleures équipes belges et des 6 meilleures équipes néerlandaises. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les dessous de ce contrat, comment ça s'est fait, comment tu en es arrivé à signer dans ce club-là pour l'année prochaine? Alors de base je connaissais la Benelux de base, mais j'ai jamais eu un contact. C'est le coach du Hubo, du coup, Bram de Witt, qui était là au tournoi de marque international. Il est responsable de 18 belge, qui m'a contacté via Facebook de base. Et après, on a discuté sur WhatsApp, il m'a appelé et tout ça. Et il m'a contacté début janvier. J'ai eu un temps de réflexion parce que j'ai d'autres clubs qui m'avaient proposé de les rejoindre. Et je me suis dit pourquoi pas tenter une nouvelle aventure à l'étranger. Pourquoi pas repartir comme je l'avais fait quand j'avais 16 ans. Et j'ai adhéré au projet, c'est-à-dire qu'ils ont un projet de jouer les premiers rôles de Benelux d'ici 2-3 ans. Donc ça m'a plu.
Tu sais comment ils en sont venus à arriver sur ton profil ou pas? Alors je crois qu'ils ont eu un contact, alors je ne sais plus exactement, c'est quelqu'un qui leur a filé mon nom. Alors soit c'est le coach du CF de Nantes qui me connaît aussi, ou soit c'est un ancien de Villeneuve d'Ascq, Philippe Vermander. Je crois que je sais plus exactement c'est qui, mais on lui a filé mon contact. Mais je sais pas comment. Du coup, comment t'as négocié? Ils sont venus avec une proposition, tu l'as négocié sans trahir de grands secrets. Est-ce que tu auras une rémunération confortable l'année prochaine? Comment ça va se goupiller pour toi l'année prochaine? Oui, j'ai pu négocier. Du coup, moi je travaillais avec un agent avant, un agent de joueur. Maintenant j'en ai plus, donc c'est moi qui négocie avec les clubs. Là, j'ai la chance d'avoir fait quand même plusieurs clubs, donc j'ai une certaine, on va dire, entre guillemets, expérience pour négocier un contrat. Et du coup, j'ai pas de mal à le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Je leur ai dit ce que j'avais moi actuellement, ce que j'aspirais l'année prochaine à Villeneuve d'Ascq. Et que si ils voulaient me recruter, il va falloir faire soit même proposition égale, soit un peu plus. Du coup, voilà, ils m'ont refait une proposition, ça a matché. Le sportif et le financier ont matché, pardon. Et oui, je pourrais vivre décemment du coup du handball l'année prochaine. On avait parlé un peu d'un moment déterminant, mais est-ce que c'est lié ton meilleur souvenir de handball si tu en avais un à retenir, ce serait lequel? Mon meilleur souvenir, ça fait partie de mon expérience quand je suis arrivé à Veszprém, forcément. C'est là-bas, il y a une proximité avec les joueurs professionnels qui est un peu moins vrai qu'en France. C'est-à-dire que les joueurs pros sont vraiment très très proches de nous. C'est-à-dire qu'on peut partager des moments avec eux, soit en dehors du terrain ou des fois quand ils jouent après le match, tout ça. Et donc ça fait partie de mes meilleures expériences. Et après c'est peut-être une finale soit une finale de championnat moins de 18 du coup en Hongrie, où malheureusement on a perdu, mais c'était magique. C'était une ambiance de folie avec... c'est vraiment, on te met dans les conditions professionnelles. On te met tout pour que tu te sentes bien. Et si tu avais le défi le plus important que tu as eu à surmonter dans ta vie de handballeur jusqu'ici? Je vais me répéter encore, mais c'est encore une fois, c'est à l'étranger. Forcément, j'arrive à l'étranger, je parle pas la langue, je parle pas anglais non plus. J'étais catastrophique en anglais, donc vraiment très compliqué. Première année, c'était très compliqué. Je ne jouais pas à mon poste non plus. C'est-à-dire que j'ai joué ailier gauche pendant une année parce que je parlais pas la langue. C'est-à-dire que les combinaisons, j'y comprenais pas grand-chose. Faut pas se cacher, au début, j'avais pas le niveau non plus. Donc très compliqué, c'est s'adapter à une nouvelle culture, une nouvelle langue, une nouvelle façon de voir le handball aussi. Ils ont une façon différente aussi. Donc forcément, s'adapter, ça a été très compliqué. Mais après, du coup, ça reste une de mes plus belles expériences. Et après, mon plus gros défi, ça va être aussi ce week-end. Maintenir le club en National 1 quand une quand même une belle équipe jeune de Chambéry. Ça va être mon plus gros défi de cette saison en tout cas. Est-ce que tu as des joueurs qui t'inspirent au hand avec lesquels tu essayes de reproduire un peu ce que tu vois, leurs actions sur les terrains? Alors oui, j'en ai plusieurs. Avant, c'était quand j'étais à Veszprém, j'avais Momir Ilić, l'arrière gauche serbe qui était là-bas, quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et actuellement, donc je regarde quand même beaucoup de matchs, que ce soit D2, D1 et tout ça. Et surtout pour ses passes au pivot et tout ça, c'est Nedim Remili. J'aime beaucoup ce joueur. Un arrière qui est devenu demi-centre parce qu'il a une vision de jeu, une très belle vision de jeu, une relation avec ses pivots qui est très... Qui arrive très souvent à lâcher des caviars, notamment à Ludo Fabregas. C'est ça, et après, forcément, avec un pivot comme ça, c'est aussi... ça aide. Ça aide aussi, mais ouais, il sort des passes de nulle part dans le dos et tout ça. Il a un jeu très spectaculaire et j'aime beaucoup. Tu parlais un peu de renforcement musculaire, de gainage. C'est quoi ton plan de travail individuel, en plus des séances en collectif que tu peux faire toute la semaine? Comme je l'ai dit, je suis accompagné du coup par Maxence qui est prépa au pôle notamment. Et du coup, il m'accompagne. On a 4 séances semaine en muscu avec une séance par exemple. C'est 3 séances sur un peu du lourd en ce moment en tout cas, et une séance le vendredi sur plus de la vitesse pour préparer du coup le match de samedi.
Moi je l'ai vu cette année où je suis beaucoup plus performant que l'année passée parce qu'en travail de muscu j'ai été assidu et j'ai été très bien accompagné aussi. Donc pour moi, en tout cas pour ma part, ça a fait vraiment la différence. Donc ouais, vraiment, tu as passé une étape en termes de, c'est ça. J'ai passé un cap en termes de travail physique. Et dans la prévention des blessures aussi, tu intègres ce travail physique est utile pour la prévention des blessures aussi? Oui, ou pareil, travail de mobilité aussi. Après c'est pareil, par exemple, je me suis fait une grosse entorse de la cheville contre Thionville avec un... Oula. T'inquiète. Du coup je recommence. Et la caméra a bougé par contre du coup. La caméra a bougé. Ouais. En quoi le travail musculaire peut t'aider à éviter les blessures? On essaye de le travailler, après on peut pas tout traiter, tous les aspects sur la prévention. On essaye, notamment moi j'ai un problème de hanche et de bas du dos, on essaye d'avoir le plus de mobilité possible. Et là ça va beaucoup mieux par exemple. Je me suis blessé qu'une fois cette année, c'était sur une entorse de la cheville, et grâce à Maxence du coup aussi et à Charles qui m'accompagnait, j'ai pu revenir en 1 semaine et demie sur les terrains. C'est-à-dire que j'ai eu une grosse entorse avec un ligament qui s'est rompu et 2 ligaments étirés, et 1 semaine et demie après, donc j'ai marché tout de suite dessus, 1 semaine après j'ai pu retrouver les terrains. Parce que à côté j'étais très bien accompagné, on a fait du renforcement sur la cheville, sur les séances de kiné, il m'a massé, il a vraiment fait un gros travail dessus aussi. Donc c'est très important. Là à l'avenir on va renforcer encore la cheville pour pas que ça revienne. Parce que le problème des entorses c'est que ça revient à répétition notamment généralement. Donc on va essayer de encore plus prévenir de ça. Et après sur les blessures, j'ai jamais eu de grosses blessures, donc et j'ai toujours été un minimum assidu sur ce travail là. Donc pour moi c'est un travail payant. Et comment tu expliques potentiellement ça? Tu joues et tu penses jamais à la blessure, ou comment t'en arrives justement à éviter de te blesser? Je pense qu'il faut pas y penser, parce que si tu penses à la blessure, tu traînes un peu sur le jeu et tu vas pas à fond, et c'est le meilleur moyen de se blesser, c'est de pas y aller à fond. Donc non, on n'y pense pas. On touche du bois et on croise les doigts pour pas que ça arrive, parce que c'est jamais évident de se blesser, d'être loin des terrains. Donc non, on n'y pense pas, c'est quelque chose qui est loin de ma pensée. T'es focus sur ton jeu, sur ce que tu dois faire, et puis c'est exactement ça. Le reste ira tout seul. C'est ça. Ça marche. Est-ce que comment t'organises? Donc t'es en contrat pro déjà ici à Villeneuve d'Ascq. Comment tu organises ton quotidien pour servir un peu tes performances sur le terrain, donc en dehors du travail spécifique? Est-ce que tu mets d'autres choses en place pour servir tes performances? C'est quoi ton emploi du temps de joueur de handball professionnel? La semaine type du coup. Vas-y, fais-moi la semaine type. Donc on est sur, comme je t'ai dit, les séances de muscu, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc le matin, généralement, moi je préfère m'entraîner le matin, entre 1h30 et 2h. Après du coup on rentre à la maison, on prépare à manger et tout ça. Moi je suis quelqu'un qui aime bien cuisiner, donc je prépare à manger. Il y a la sieste de l'après-midi. Et après pareil, électrode, pistolet masseur, on essaye de prévention cheville. Là je fais une routine cheville aussi presque tous les jours, à un minima au moins 3 fois par semaine. Et après on va à l'entraînement. Je me garde le mercredi où on s'entraîne pas collectivement. De off complet où je ne fais rien, c'est-à-dire que mon corps est au repos. Que de la récupération. C'est ça, que de la récupération, mon corps est au repos total. On va parler un peu matériel et notamment chaussures. J'ai vu que tu joues avec des Stabil. C'est quoi tes critères de choix pour une paire de chaussures de handball? Qu'est-ce que tu vas privilégier? Alors il faut savoir déjà que je joue avec 2 paires de chaussures, c'est-à-dire que j'ai les Stabil en match, et à l'entraînement j'utilise plus les Puma. Ok. Quel modèle chez Puma? Je crois que c'est les Accelerate, un truc comme ça je crois. Je crois que c'est celle-là. Et Puma j'aime beaucoup, c'est la première année où je prends Puma et j'aime beaucoup. C'est-à-dire que c'est plutôt léger, le grip est vraiment bien. Après l'avantage de ces Stabil c'est que c'est encore plus léger. En plus c'est confortable, c'est un peu des chaussons. Pas la première fois qu'on les met, mais après ça devient des chaussons. Et il y a un maintien qui est plutôt intéressant. C'est-à-dire que même pour sauter, c'est pareil.
Après c'est peut-être que dans ma tête, j'ai l'impression de sauter plus haut, avec les stabiles en tout cas, vu comment c'est léger. Pour moi, quand je choisis une chaussure, il faut qu'elle soit légère. Je joue avec des chaussures de basket notamment, et c'est une chaussure très lourde, et je me sentais pas bien. Il faut que ça soit léger, faut que je sois libre de mouvement. C'est-à-dire qu'il faut que sur les duels, il faut que j'aille vite, il faut que mon changement de rythme il opère. C'est-à-dire que si je suis gêné avec une chaussure trop lourde, ça me convient pas. Donc tu parles de Puma à l'entraînement, Stabile en match. Et pourquoi tu mets pas les Pumas en match? C'est la routine aussi, forcément, la routine. Et après les Stabiles, je disais l'entraînement, j'essaie de varier avec 2 paires de chaussures parce qu'on s'entraîne quand même 4 fois, plus les matchs. Sachant que comme tu l'as dit, j'ai un temps de jeu conséquent. C'est-à-dire que mes chaussures s'abîment vite. C'est-à-dire que je suis obligé de les changer notamment au cours de la saison. C'est-à-dire que c'est pour ça que je prends 2 paires à chaque fois. Pour alterner. Moi, t'en as toujours une aussi de secours. C'est ça, et j'alterne aux entraînements, une fois en Puma, une fois en Stabile et tout ça. Et par le passé, qu'est-ce que tu as pu expérimenter comme autre paire Alors, j'ai eu ASICS, j'ai eu Mizuno, j'ai eu du coup des Nike, j'ai eu du coup Nike, j'ai eu les Kyrie, j'ai déjà eu les Lebron aussi. Je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour, c'est pas mal je crois. Et Adidas du coup forcément. Si t'avais un peu, si tu mettais tout ça en comparaison, c'est quoi les meilleurs ressentis que tu as eu avec quelle paire de chaussures tu les as eu? Stabile, meilleur ressenti. Et après les Pumas où j'ai vraiment adhéré. Genre c'est grâce du coup à DKM qui est sponsorisé par ça, en le regardant jouer et tout ça. Même les coloris sont beaux. Donc Puma et Stabile. Après Puma a beaucoup progressé. Et là ils ont vraiment 2 modèles. Ils ont l'Accelerate et l'Eliminate. Et c'est vraiment 2 modèles pour jouer aussi cette année avec des Pumas. Ils ont vraiment proposer quelque chose de très très sérieux. Parce que j'avais déjà expérimenté Puma quand j'étais en Hongrie, donc il y a longtemps, et justement j'avais pas eu une bonne expérience, chaussure je crois qu'au bout de 5 matchs elle était morte, donc durabilité 0. Et là justement les Pumas que j'ai tiennent bien et vraiment c'est une bonne expérience. Ok, cool. Est-ce que tu joues avec d'autres accessoires? J'ai vu que tu avais des collants aussi de temps en temps pendant les matchs. C'est pareil, un toc, hein, j'ai joué en collant, j'étais performant, du coup je reste en collant. Donc là du coup j'ai arrêté un peu vu qu'il commence à faire chaud, c'est surtout l'hiver où je joue en collant, ça me permet de, si je sors, de rester un peu chaud aussi, c'est-à-dire que les collants ils ont tendance à garder vraiment la chaleur, donc ça me permet de pas être froid. D'autres accessoires que tu utilises Non, à part les collants, non, je joue pas avec les accessoires, non. Est-ce que tu aspires encore à monter à un niveau plus élevé? Et si oui, qu'est-ce que tu aimerais mettre en place pour essayer potentiellement d'atteindre encore un niveau plus élevé? Est-ce que tu as des choses qui te manquent, qui pourraient t'aider à essayer d'atteindre encore un meilleur niveau? Là où j'ai été le plus performant, c'est quand j'étais en Hongrie, pour ma part en tout cas. C'est à ce que j'étais dans les... Il n'y a rien de tel quand tu es dans les conditions, on va dire, entre guillemets, professionnelles, où tu t'entraînes, tu restes avec un groupe qui est à 100% pro. Pour performer, c'est la meilleure chose possible. Donc moi j'aspire à ça, j'espère un jour peut-être signer en D2. Je sais que la D1 c'est beaucoup trop loin et j'ai déjà fait mon deuil, entre guillemets. Mais on va juste attendre la fin du buzzer. Bon, y a eu 2 moments. Il y a eu quand on a parlé de ta blessure, le ballon qui est venu nous perturber, et quand tu parles de faire de ton deuil, il y a le buzzer. Je reprends du coup. Vas-y, reprends. Du coup, là où j'étais le plus performant, c'est quand j'étais dans les conditions un peu professionnelles, donc avec Frem, quand on s'entraînait beaucoup. Moi, je suis un joueur qui a besoin de s'entraîner. C'est-à-dire que je suis pas très talentueux. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et j'ai besoin de ça pour performer. Donc j'aimerais bien retrouver ça. C'est là où je signe à Ubo, c'est pour ça aussi je signe là-bas aussi, c'est retrouver un cadre. Et après, ce que j'aspire, c'est la D1 an, parce que j'ai fait mon deuil, c'est beaucoup trop haut. Et là, il n'y a pas de souci. Et j'aimerais bien peut-être en D2 française, peut-être ou repartir à l'étranger, je sais pas encore, mais vraiment retrouver ce cadre-là. Bon, le chemin est encore long, t'as quoi, t'as 24 ans, 25 ans 24 ans, c'est ça. Il y a encore, t'as encore quelques belles choses à montrer sur le terrain. J'espère, après ça commence à presser, hein. Je vais commencer à avoir 24 ans, je vais avoir 25 cette année, donc ça commence à être urgent. En tout cas,
toutes les bonnes choses que je te souhaite. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose avant de clôturer cette interview? Un message peut-être à partager à l'audience, des personnes à remercier qui t'ont aidé dans ton parcours et à qui tu aurais envie de dire merci aujourd'hui? Déjà merci à toi pour l'interview, c'est un plaisir. Un plaisir partagé. Quand j'ai vu ce que tu avais fait avec Samy, ça m'a plu forcément, c'est de qualité. Après remercie mes parents qui m'ont poussé, ma copine qui me suit vraiment... qui me supporte on va dire tous les jours et qui me pousse un peu vers le haut. Et après forcément le club de Villeneuve qui a été... j'ai fait qu'une année mais c'est un club où j'aurais du mal à le quitter. C'est un club qui est très attachant avec des personnes que j'ai connues comme pour pas les citer, c'est Joanne, Ingrid par exemple, les parents de Maxence, le deuxième pivot, qui ont été très bienveillants envers moi. Merci du coup à Laszlo Ban, c'est lui qui m'a emmené en Hongrie. C'est grâce à lui où j'en suis là, hein. Clairement je pense que j'aurais pas été le joueur que je suis si je suis pas parti en Hongrie. C'est-à-dire que j'ai vraiment progressé là-bas. Merci aux coachs que j'ai eu, même si ça s'est pas mal passé ou même si on n'a pas eu le feeling, ils m'ont forcément fait progresser. C'est-à-dire que l'expérience a été soit bonne soit mauvaise, mais ça m'a construit et c'est le joueur que je suis actuellement, c'est grâce à ça. Merci à mes coéquipiers du coup forcément parce qu'on parle de mes stats mais c'est parce que j'ai la confiance de mes coéquipiers, j'ai la confiance de mon club, donc merci à eux, même si je me fais un peu chambrer parce que je tire beaucoup quand même, parce qu'il y a quand même 59%, on va dire que c'est correct pour un arrière, faut pas en dessous des 50%, donc merci à eux de me faire confiance quand même, et voilà, encore une fois merci à tous les clubs où je suis passé, merci de m'avoir fait progresser, de m'avoir on va dire éduqué entre guillemets. J'aurais du mal à quitter Villeneuve, c'est une très belle expérience. C'est pour ça que j'ai à cœur qu'on se maintienne, j'ai à cœur qu'on fasse une belle fête samedi prochain. J'espère que le public sera là, j'en doute pas. Je sais que nos jeunes vont venir nous supporter pour recréer le COP de Villeneuve, comme contre Molsheim. Donc merci à vous d'être là et on se retrouve samedi sur le terrain du coup. À moi de te dire merci Jean d'avoir accepté cette interview. J'espère que vous avez apprécié cette interview. Je vous invite à nous le dire en commentaire si ça a été le cas. Si vous avez des questions à poser à Jean, vous pouvez le faire en commentaire. Peut-être qu'il répondra lui ou en tout cas je lui transmettrai si vous avez des questions à lui poser. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Shop Hand sur YouTube et sur tous les médias sociaux pour être tenu informé de tous les contenus que je publie régulièrement au fil du temps. Vous pouvez approfondir avec d'autres interviews, donc il y a eu celle avec Samy Sahraoui qui joue dans ce même club que Villeneuve d'Ascq, Agathe Aignan et Sarah Vukovac en D2 féminine à Saint-Grégoire-Rennes et aussi Yanni Van Huys qui joue en National 3 à Marc-Handball. Voilà, je vous mettrai les liens des différentes interviews si cela vous intéresse d'approfondir. Encore une fois, merci Jean. Allez Villeneuve pour samedi soir, c'est le plus important, que le Lille Métropole Handball Club de Villeneuve d'Ascq continue à rayonner en National 1 parce que le Nord a bien besoin d'un club performant en National 1. On est de tout cœur avec vous pour samedi soir et on croise les doigts pour gagner contre Chambéry et continuer à avoir un club qui rayonne en National 1 l'année prochaine. Il faut. Bonne fin de journée, bonne fin de visionnage, bonne fin de tout. Et puis voilà.